Merci, Monsieur le Président. Chers consoeurs, chers confrères, cette séance va se présenter un peu de deux façons, en deux parties. L'une va être consacrée à rappeler un certain nombre de choses sur Marcel Jamagne, et l'autre à présenter les données scientifiques les plus récentes sur deux sujets qui ont fait la vie du chercheur qu'est Marcel Jamagne. Bon, voilà une photo de 1980 ou 85. Vous avez tous reconnu Marcel Jamagne. C'est difficile parce qu'il était très discret, toujours présent et travaillant en plusieurs. Alors pour ceux qui le connaissent bien, il est là, mais il faut le savoir. Par contre, nous avons évidemment reconnu nos maîtres. Georges Pedro, Jean Boulaine et Michel Gueff, qui m'a passé cette photographie. Bien. Pardon. Décidément, comment on fait ? Voilà. Marcel était une figure de l'Académie. Tous ceux qui sont de l'Académie l'ont bien connu pour diverses raisons. Bon, il a été secrétaire de la section 7 pendant 9 ans. Il a su développer et conserver l'originalité de sa section, en particulier en mettant au point avec tout l'ensemble de la section ce petit... oh là là. Ce petit ensemble qui caractérise notre section en liant l'anthroposphère à la technosphère et à la biosphère, avec toutes les interactions. Bon, ça explique la diversité des personnalités qui se trouvent dans notre section. Marcel a su aussi respecter chacune des personnes dans ses capacités, dans ses qualités, dans ses originalités. Tout le monde se reconnaît pour dire qu'il avait un charisme, qu'il était très ouvert, il avait une compétence évidente et, vous le savez très bien que c'était nécessaire, un inlassable travailleur acharné. Je reprends deux expressions qui nous ont été données par des membres bien connus. Henri Descamps disait « Sa méthode, elle est joyeuse », c'est vrai, on s'amuse bien, sérieuse, on travaille bien, et étonnamment stimulante. Ça permet de continuer de faire tous les travaux de l'Académie qui sont tous très stimulants. Donc voilà, j'en atteste en tant que participant de cette section 7. Quant à Boulaine, qui l'a reçu ici à l'Académie, il le présentait comme un homme fédérateur et médiateur. L'homme, c'est un peu triste aujourd'hui parce que vous savez qu'il y a eu quelques difficultés climatiques qui ont fait que j'attendais évidemment Christiane, son épouse, que je n'ai pas vue. Je ne la vois toujours pas. Que j'attendais son ami Clément Mathieu, qui était à l'Académie des sciences d'outre-mer, qu'il l'a connu quand ils ont fait leurs études ensemble. Et il n'est pas là non plus. Et que devait venir spécialement pour cette séance annoncée depuis 6 mois Stéphane Biaouche, qui est membre étranger associé, qui a eu quelques difficultés, entre autres pour venir et des difficultés de visa, puisqu'il est polonais. Bien. D'autres personnes parleront de l'homme. Je vais vous donner les deux pistes de cette séance-là. Principalement, Marcel, dans ses travaux, intégrait le facteur temps et l'espace géographique en pédologie. Et c'est ces deux aspects-là qui vont être traités aujourd'hui. Dans un premier exposé, ça sera Marcel Jamagne, sa vie, son œuvre, sa présence au sein de l'Académie, qui devait être faite par Denis Bèze, qui pour des raisons météorologiques ne sera pas là. Vous ne perdez rien. Le temps, un facteur de pédogénèse, pas comme les autres, qui sera présenté par Sophie Cornu, directrice de recherche à l'INRA, en lien avec David Montagne, c'est Sophie qui présentera. La dernière présentation sera de la nécessité d'une connaissance de la distribution des sols et de leurs propriétés dans l'espace, les évolutions thématiques et scientifiques majeures des dernières années, qui sera présentée oralement par Dominique Arouet
qui a reçu la médaille d'or de l'Académie en 2014, et qui a été travaillé aussi avec Christian Walter de la section 7. Vous aurez l'occasion d'avoir Christian Walter plus tard, dans une autre séance. Et en conclusion, ça sera Suzanne Herriot, première présidente, si je me souviens bien, première présidente de l'Académie en 1997, membre de la section 7, et membre du groupe de travail SOL, dont le représentant, le président, et Christian Valentin, il est présent. Je salue aussi la présence de Madame Collin, présidente de l'Association française pour l'étude du sol. Commençons donc cette séance, s'il vous plaît. Bien, merci donc Michel Claude. Merci à Michel Claude Girard. De cette introduction, alors la séance sera donc partagée en deux parties. Après le premier exposé sur Marcel Jamagne, sa vie, son œuvre, je proposerai qu'il y ait 10 minutes d'échange avec la salle pour des témoignages de ceux qui l'ont bien connu. Voilà. Ensuite, les deux autres exposés, Sophie Cornu, Dominique Arouès, s'enchaîneront. Une discussion après leurs deux exposés, discussion dont je serai peut-être, compte tenu des difficultés de transport aujourd'hui, je serai peut-être amené à encadrer du point de vue temps, peut-être un peu plus strictement que d'habitude, avant la conclusion par Suzanne Merriot. Alors, qui a été présentée, qui est membre de notre académie, c'est la première présidente de l'académie. Alors, je vais maintenant donner la parole tout de suite à Denis Bèze, mais comme il n'est pas là, du fait des intempéries, c'est un autre Denis Bèze qui va venir en la personne de Michel Claude Girard, qui a bien voulu accepter de faire l'intervention en lieu et place de Denis Bèze. Donc la parole est à Michel Claude Girard, toujours membre de notre académie. Oui. Bien, donc je représente Denis Bèze, qui pour des questions météorologiques n'a pas pu venir. Il ne l'a vraiment fait qu'en dernière minute, puisque il devait venir quand je l'ai eu hier soir. Bien. Alors, bien, Marcel Jamagne est donc né en novembre 1931 et, comme vous le savez, il est décédé le 30 septembre 2015 à Orléans. C'était, je pense, le plus grand pédologue français actuel. Bon, il a d'abord fait des études d'ingénieur agronome, spécialité eau et forêt, à la faculté des sciences agronomiques de Jean Blou. Et puis en 1957, il a commencé sa carrière de pédologue cartographe à l'INEAC, Institut national pour l'étude agronomique du Congo. Il a effectué 2 missions pédologiques importantes en Afrique et il a participé à la rédaction de cet ouvrage, La cartographie des sols au Congo. Je pense que vous le voyez à peu près. Ses principes et ses méthodes. Bon, il ne savait pas sur moi à cette époque-là, mais la voie scientifique de l'ensemble de sa carrière était prise. C'était le premier manuel publié en français concernant la cartographie. Alors, il retourne en Belgique en 1960, il intègre le service de la carte des sols de Belgique et puis participe à des prospections pédologiques. Non, ça ne veut pas. Alors, on va essayer de passer la suivante. En 1961, il est recruté par l'INRA pour le service de la carte des sols du département de l'Aisne. Non, parce que je suis pas. C'est un PowerPoint, c'est pas. C'est pas grave. Donc, en 61, pardon, il intègre le département de l'INRA et est chargé de faire la cartographie au 25 millième, tous les levés étant faits eux-mêmes sur le terrain au 5 millième,
sur la totalité du département qui dépasse 700 000 hectares. Il est à la tête d'une équipe de plus de 20 personnes et on sera le directeur jusqu'en 1968. C'est pas. Oui. Voilà, c'est ça, avec les flèches. Ah oui, d'accord. Alors, durant ces années, bon, c'est bien ça. On va y arriver. Voilà. Alors, durant ces années, il est entouré d'un service avec de nombreux adjoints. Il leur dit de suivre une formation en pédogénèse et des formations continues. Il va déjà contribuer à augmenter la capacité de réflexion vis-à-vis du travail nécessaire de cartographie de tous les jours. Alors lui-même, pendant ce temps-là, il suit une licence de cartographie des sols dispensée à l'université de Gand et il présente un mémoire sur l'aspect micromorphologique des sols développé sur les limons leuciques. La micromorphologie, on n'en parlera pas aujourd'hui. On en a parlé le 8 décembre dans une autre séance, dans un autre colloque qui s'est tenu ici. Et vous voyez déjà, ça porte sur ces limons leuciques. Vous allez m'entendre parler de ça en permanence. En 1967, il publie un ouvrage qui est la base pour nous en France de la cartographie, qui s'appelle « Base technique d'une cartographie des sols ». La voilà. Ensuite commence une grande histoire avec de nombreux collègues, dont Georges Aubert, Jean Boulaine, Philippe Duchauffour et d'autres, commence le travail sur la classification des sols qui sera publié en 1967. Base, classification des sols. Voilà, vous avez ici Aubert et Boulaine, qui a été publié à Grignan en 1967. Ensuite, il s'installe au service d'études des sols de la carte pédologique de France, d'abord à l'INRA, et à cette époque-là, les travaux sont orientés surtout sur le 100 millième, et puis ensuite sur coordonnées de l'ensemble de la France. Après le CNRA, il va passer sur Versailles en lien direct avec le laboratoire où se trouvent Georges Pedro, Michel Robert, Daniel Tessier, ils sont là. Et puis ensuite, les travaux de Marcel commencent à ce moment-là sur les sols lessivés. Du Leuce sur le bassin parisien. Ça s'étendra ensuite. Voilà des exemples de feuilles au 100 millième qu'il a paru. Voilà les travaux qu'il y a. La faculté, voilà la figure correspondant à sa thèse. De tout ça, je vais vous montrer ce schéma que vous reverrez un certain nombre de fois. C'est la base de son œuvre scientifique, Évolution dans le temps et dans l'espace, qui est la chronoséquence des sols issus de l'Eus, en commençant d'abord par des sols qui sont, vous voyez ici, sur des calcosols, des calcisols, des sols assez peu épais, qui évoluent en sol brun, et puis qui arrivent ensuite par une transformation qui continue, on passe à des néoluvisols et luvisols typiques, qui sont tous ces sols de notre bassin parisien, pour aller jusqu'à des sols les plus dégradés qu'on trouve aussi dans une autre partie du bassin parisien, et les sols planosoliques jusqu'au planosol secondaire, qui étaient chers à Denis Bèze, puisqu'il a fait sa thèse là-dessus.
Ensuite arrive le déménagement à Orléans. Il s'installe dans de nouveaux bâtiments. À côté de la cartographie, dans ce même bâtiment va s'installer de nombreux travaux de recherche pour mieux comprendre la distribution et le fonctionnement des sols, qu'ils soient forestiers ou cultivés. Alors à Orléans, il y a eu tout un tas de mondes qui sont venus. Un grand nombre d'entre vous doivent les connaître. Il y a eu Dominique King, qui était de notre académie. Il y a eu Jean-Claude Bégon, Denis Bèze, qui n'a pas la même tête que celui qui vous parle, Dominique Arouet, qui vous parlera tout à l'heure, Michel Isambert, qui se cache au fond de la salle, Jacques Roch, que je n'ai pas vu, Micheline Emberg, Christine Lebas, qui sont excusés, bloqués par les intempéries du Loiret, et Harry Bruand, qui est aussi de l'Académie, qui n'est pas là, c'est pas grave. Et puis plein d'autres. C'était la pépinière, c'était le centre pédologique de France, dans la région centre, c'était assez normal, ma foi. Et à partir de ce moment-là, il va voyager beaucoup, en Uruguay, en Russie, en Bulgarie. Non, c'est pas là. Ici, vous le voyez, ici en Bulgarie, là voilà, Stanislas Biauch, qui devait venir aujourd'hui, qui est polonais et qui est sur cette photo-là. Et donc, après tous ces voyages, eh bien, il va être un des artisans pour la coordination scientifique des programmes importants, dont celui, la base, la carte de sol d'Europe, qui vous est présentée ici. Son travail a été continué par Denis Bèze et maintenant continue aussi par d'autres personnes, dont Dominique Arouet. Et puis, il y a une grande date qui est le congrès à Montpellier, le congrès international de la science du sol qui s'est tenu à Montpellier sous la responsabilité de l'Association française pour l'étude du sol, dont à cette époque-là, Marcel Jamin était le président, et qui fut lui aussi vice-président de l'Association internationale de sciences du sol de 1994 à 1998. Après 1997, il a le statut de directeur de recherche émérite de l'INRA, une fois sa retraite prise, et il en profite pour finir ses programmes européens et enfin va arriver à terminer son chef-d'œuvre littéraire, parce que j'en suis beaucoup gré, on en a beaucoup parlé ensemble, j'avais fort peur qu'il ne le finisse à point. Alors là, il l'a terminé. À partir de ce moment-là, il a une activité débordante à l'Académie, vous l'avez dit, dont il est membre titulaire en 1995 et il devient secrétaire de la section 7. Sur le terrain, il intervient au DEA de pédologie au niveau des stages et je lui avais demandé de venir avec moi pour faire le cours de cartographie du DEA national des sols de cette époque-là. Et en 2011, il publie Grand paysage pédologique de France, qui est la synthèse de tous ses travaux sur les Leuces en France, et avec l'expérience, il l'avait élargi au sol de Leuce de Russie. Le voilà au congrès international. Sur le terrain, voilà les grands paysages de France, parus chez Quae, à Rome. Alors ça, c'est en conclusion un autre aspect. Vous savez quoi, beaucoup d'entre nous savent qu'il était bon vivant. Donc une journée se terminait toujours par des choses sympathiques, soit un repas, soit les bières, quoi. Bon, il y avait plusieurs choses, ça dépendait un peu des gens, des lieux, mais c'était toujours très sympathique. Il avait, pour ceux qui le connaissaient peut-être un peu mieux, un autre aspect, c'était le sport. Alpinisme, parachutisme, plongée sous-marine, et toujours avec Christiane, sa femme. Ils étaient très complices. Et pour terminer, je rappelle quelques éléments qui sont typiquement de Denis Bèze, c'est que
C'est Marcel qui l'avait recruté en 68, qui lui avait inspiré ses travaux scientifiques et qui avait été témoin de son mariage. Je vous remercie. Merci donc à Michel Claude Girard de nous avoir rappelé la vie de Marcel Chamaille et tout ce qu'il a pu faire. Je pense maintenant qu'il y a peut-être un certain nombre de personnes dans la salle qui souhaitent prendre la parole pour évoquer tel ou tel point. Je veux bien commencer. Comment j'étais des amis de Marcel. J'étais dans un laboratoire de biologie des sols et pour Marcel, ça fait pas particulièrement en microbiologie, mais évidemment c'est bien entendu. Et ce que je voudrais faire, c'est reprendre l'une des dernières photos que Michel nous a montrées, où on voit Marcel à côté de Jean Chaussillon. Et je pense qu'il est important de souligner cette espèce de connivence entre deux personnes qui avaient des problématiques tout à fait différentes et qui se respectaient profondément. Jean Chaussillon, c'est un physico-chimiste, et comme il parlait de biologie des mots, il y a des gens qui font des coups et j'y vois rien. Mais il a le sentiment que ce que faisaient les gens d'Apello et ce que faisait Marcel, c'était tout à fait respectable et c'était intéressant, et qu'on pouvait, qu'il y avait une complémentarité. Je voudrais insister un peu sur cette espèce d'ouverture, cette capacité qu'avaient les deux à s'intéresser à ce que faisaient l'autre et finalement à faire avancer la science sur le sol. Je dirais, pour avoir été, j'ai fait une tournée de terrain avec Marcel. Finalement, il fait partie de ces gens qui considéraient que les sols ne fonctionnaient pas tous de la même façon, qu'effectivement, ils avaient ce qu'il observait au niveau de l'université des sols au niveau de la surface, il savait essayer d'expliquer, il savait expliquer. Et ça permettait, c'était quelqu'un qui était capable de dire à un collègue qui cherchait un sol particulier, tu vas à tel endroit, tu ne fais pas ce que tu cherches. J'ai eu cette expérience-là et je crois que cette connaissance à la fois du naturaliste et du... Bon, il a fait de la physico-chimie, il a fait de la cartone, de la physico-chimie, il a fait une grande diversité de compétences, fait qu'effectivement, il y avait une connaissance forte des sols qui on y a retrouvé un peu plus aujourd'hui dans ce qui est enseigné dans nos établissements. Merci donc à Jean-Claude Germand de ce témoignage. Je voudrais simplement dire la chose suivante. Moi, j'ai participé aux études minéralogiques qui ont été faites dans le cadre des travaux qui ont été menés dans les années, on va dire, 70-80. Et ce qu'a beaucoup approché Marcel Chamaille. Je vais peut-être proposer de venir ici parce que je crois qu'au premier rang, on n'entend pas. Ce sera plus simple. Bien là-bas. Oui, ça marche là. Alors, Daniel Tessier, je voulais simplement dire que j'ai participé. Ouais. Je voulais simplement dire que j'ai participé aux études minéralogiques effectuées sur l'ensemble des sols qui ont été étudiés dans le cadre de la thèse de Marcel Chamaille. Et je pense qu'il nous a apporté quelque chose de tout à fait important, nous qui étudions les
mécanismes et processus qui interviennent dans les sols. Parce qu'en fait, il nous a montré qu'un échantillonnage, ça ne se fait pas n'importe comment, n'importe où, que quelque part, il y a une organisation des sols dans le paysage et que c'est sous la condition, en fait, de bien effectuer l'échantillonnage qu'on peut ensuite en déduire je dirais, des leçons tout à fait globales. Il n'empêche que, par exemple, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'on prend les Leusses du nord de la France, y compris sur le site de Versailles, où on a l'expérience des 42 parcelles depuis 1938. Hein. Eh bien, c'est toujours la même minéralogie, globalement. C'est-à-dire qu'il y a une couverture unique dans sa constitution qui a évolué suivant des modalités différentes, mais qui est toujours la même. Alors, je dirais que l'apport de Marcel Jamagne, ça a été pour nous, en fait, de bien positionner ce que nous faisons et de pouvoir en déduire des choses qui ont un sens. Voilà ce que... Merci donc à Daniel Tessier de ce témoignage. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Bon, je vais vous proposer qu'on enchaîne et de toute manière, la discussion générale permettra à ceux qui auraient des regrets de pouvoir témoigner tout aussi bien que maintenant. Donc, nous enchaînons maintenant avec Sophie Cornu, qui est directeur de recherche à l'INRA et qui va intervenir sur le temps, un facteur de la pédogénèse, pas comme les autres. Bonjour, donc merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter un exposé dans le cadre de cette journée d'hommage à Marcel Jamagne, et notamment un exposé sur un thème qui nous tient à cœur, à David et à moi. Le temps, du coup, un facteur de la pédogénèse, pas tout à fait comme les autres. Alors, pourquoi pas tout à fait comme les autres? Ici, je vous ai remis l'équation de l'évolution des sols décrite par Jenny d'abord en 1941, puis plutôt sous sa version... sous sa version de 1961. Et vous voyez... j'ai du mal à vous montrer. Oui, vous voyez là le climat, les organismes vivants, le matériau parental et le relief. Le tout est fonction du temps, parce que le temps, c'est le moteur de la pédogénèse. Alors, ce temps, il a des pas de temps, si je peux dire, très différents. Et donc, c'est plutôt les temps de la pédogénèse. Donc, ici, vous voyez des cycles qui sont les cycles du fonctionnement du sol. Donc, ces cycles, c'est la décision... Il faut vraiment coller contre le micro. Ces cycles, c'est l'humidification et la déshydratation, c'est le gel-dégel, c'est aussi la pompe biologique avec des temps qui vont de quelques heures à des temps saisonniers, voire annuels. Et à chaque fois, ils s'accompagnent de changements de transfert de matière et d'éléments. Et la somme de ces transferts modifie peu à peu le sol. Et donc, c'est la somme de ces cycles au cours du temps, sur de nombreuses années, qui tend à faire évoluer le sol, ce qu'on appelle la pédogénèse. Maintenant, quels sont les grands enjeux par rapport à cette question du temps et de la pédogénèse? Le premier, c'est de savoir à quelle vitesse les sols évoluent. Notamment, s'ils évoluent assez vite, il peut être nécessaire de prendre en compte ces évolutions dans l'utilisation qu'on en a. Le deuxième enjeu, du coup, c'est de prédire leur évolution sous les effets des changements climatiques et des changements globaux en général. Dans ce cadre-là, comment peut-on
analyser la vitesse d'évolution des sols. Alors pour ça, il y a en gros deux approches qui sont possibles. La première approche consiste en une substitution du temps par l'espace au travers de ce qu'on appelle les chronoséquences. Et c'est là qu'on arrive aux travaux pionniers de Marcel Jamagne. Alors je vous ai remis la séquence d'évolution des sols, des luvisols sur les couvertures de l'Eus, où on part de sols peu développés, où les processus sont des processus de décarbonatation qui vont être remplacés par des processus de lessivage et puis enfin des processus d'oxydoréduction, de dégradation morphologique. Et donc là, Marcel montre bien la succession et le rôle du temps comme moteur de l'évolution des sols. Avec cette succession de processus et le concept de phylum pédogénétique. Néanmoins, dans ces approches, à l'époque, il n'avait pas le moyen de mesurer le temps, et donc c'est un temps relatif. Il sait que tel stade est avant tel autre, mais il n'y a pas l'idée de les vitesses ne sont pas mesurées. Et puis, il y a toujours par derrière que les autres facteurs de la pédogénèse aussi modifient les choses, et que ce n'est pas si évident que ça de les mettre en évidence ou de voir quel est leur impact. L'apport des datations, qui peuvent être de nombreuses méthodes, alors là je vous en ai cité un certain nombre, la géomorphologie, la dendrochronologie, des datations au carbone 14 sur des résidus organiques, les datations en luminescence, permettent sur un certain nombre de chronoséquences d'avoir effectivement des points de contrôle du temps. Alors, ça marche bien dans un certain nombre de cas de situations favorables. Alors, vous voyez des moraines glaciaires, vous voyez du volcanisme, vous voyez des dunes côtières ou des terrasses alluviales. Néanmoins, si on peut avoir accès comme ça à des échelles de temps variées allant de quelques centaines à quelques millions d'années et avoir des premières dynamiques de l'évolution des sols, on ne peut pas l'avoir dans tous les contextes pédogéomorphologiques. Et souvent, la résolution temporelle est faible, on a quelques temps, et avec des durées inférieures, difficilement sur des pas de temps inférieurs au millénaire. Du coup, une autre façon d'essayer d'avoir accès à cette idée de temps, c'est d'utiliser des anthroposéquences, c'est-à-dire une séquence de sol qui va varier par soit l'occupation du sol, que vous voyez ici, donc à un moment dans l'histoire du sol, il y a eu un changement du mode d'occupation, souvent par la mise en agriculture, mais on peut avoir aussi reforestation de prairies, on peut avoir différents cas, ou après par des pratiques agricoles dont on connaît l'historique. Vous avez en bas l'exemple de la mise en drainage d'un sol. Donc ça, on peut le trouver dans tous les contextes pédologiques. La question, c'est d'avoir une bonne reconstitution historique, ce qui n'est pas toujours le cas. On a toujours le problème de s'affranchir des autres facteurs de la pédogénèse. Néanmoins, ça permet d'avoir accès à des temps plus courts de l'évolution des sols, inférieurs aux milliers d'années, et on peut le faire à peu près partout. Donc l'ensemble de ces approches en chrono ou anthroposéquence ont permis d'avoir accès à un certain nombre de vitesses d'évolution des sols, de leur constituant solum. Alors au niveau de l'échelle du constituant, vous avez ici l'évolution des minéraux argileux, des ilites vers les smectites, et des exemples dans la littérature de changements illite-smectites sur des échelles de temps de la dizaine ou à quelques dizaines d'années suite à des monocultures ou l'absence d'apport de potassium. Inversement, on voit l'évolution des smectites vers des ilites sur toujours des échelles de temps à peu près de quelques dizaines d'années suite à une fertilisation potassique ou un changement de couverture végétale. Enfin, on voit des changements saisonniers, alors pas à l'échelle du solum en son entier, mais à l'échelle rhizosphérique de ces minéraux. Maintenant, à l'échelle du trait pédologique, vous avez ici une séquence de drainage sur des albéluvisols, qui est un des sols assez évolué de la séquence des sols de Marcel Jamagne. Et vous voyez que perpendiculairement au drain, on voit une évolution de la dégradation morphologique matérialisée par l'augmentation des volumes
dit jaune et blanc ici, et la disparition progressive des volumes rouges. Et cette évolution s'accompagne d'une perte d'à peu près 1/3 du fer et de l'inférieur à 2 microns. Ce sont des pertes irréversibles ce coup-ci, contrairement à l'exemple précédent où on avait des choses qui étaient réversibles. Et ça, en seulement 16 ans de drainage. Donc on voit qu'il y a des changements irréversibles et très rapides. Enfin, à l'échelle du solum, on voit des différenciations des sols en podzol sur des plages de temps assez courtes, de la centaine d'années, et dans des contextes assez variés. Donc, des différenciations rapides sur quelques dizaines d'années, suite à une évolution naturelle ou à un forçage anthropique, mais pas forcément. Souvent, on étudie des cas induits par l'homme, mais qui sont juste une façon d'avoir accès au temps. Ça ne veut pas dire que les vitesses sont différentes. Souvent, ces changements sont irréversibles et donc il faut les prendre en compte dans nos raisonnements quand il s'agit d'agriculture durable. Néanmoins, dans tout ce que je vous ai montré, on a quelques dates et donc on sait que c'est en quelques dizaines d'années, mais on n'a pas une vraie cinétique, on a au mieux des vitesses moyennes. Pour aller plus loin, la géochimie isotopique peut permettre de résoudre certains problèmes. Alors, quand on parle de la géochimie isotopique, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dater les constituants, donc vous connaissez tous la datation des matières organiques au carbone 14 ou des carbonates, mais il y a aussi des méthodes de type uranium-thorium qui permettent de dater des carbonates, des silicates ou des oxydes ou hydroxydes de fer, et argon-argon qui permet de dater des oxyhydroxydes de manganèse, avec des dates qui sont quand même supérieures à 2000 ans pratiquement tout le temps. D'autres méthodes permettent, elles, de dater l'âge des dépôts dans lesquels les sols se développent. Donc, soit par enfouissement, donc avec les méthodes de luminescence sur des quartz, soit au contraire le temps d'exposition des quartz au beryllium 10, formation du beryllium 10 in situ. Là aussi, on a quand même des vitesses qui sont, enfin des âges qui sont assez longs. Ça nous donne des mesures du temps absolu, ce qui permet de dater les chronoséquences dont je vous parlais tout à l'heure. Ça a permis de déterminer notamment les méthodes au beryllium des âges des sols avec des âges des sols moyens compris entre 10 000 et 100 000 ans à l'échelle de la planète. Néanmoins, ces méthodes sont souvent complexes d'application aux minéraux des sols parce qu'elles ont une hypothèse de fermeture des systèmes, ce qui n'est pas le cas des minéraux des sols. Elles donnent des âges et donc rarement des dynamiques des processus. Pour ça, il faut qu'il y ait un dispositif un peu plus particulier. Et c'est des méthodes qui sont plutôt adaptées pour des temps longs, supérieurs au millier d'années. Donc pas trop compatibles avec une évolution court terme, compatible avec la vie humaine. Récemment, il y a eu des études qui ont essayé d'utiliser des approches multi-isotopiques pour déterminer les transferts de matière dans les sols. Alors l'idée, c'était qu'on utilisait un certain nombre d'éléments qui sont apportés au sol par l'atmosphère et qui ont la caractéristique d'avoir une très forte affinité pour les phases solides. De ce fait, étudier leur redistribution dans les profils de sol permet d'avoir accès à des vitesses de transfert solide, la bioturbation ou le lessivage. Ces isotopes, ils sont soit naturels, d'origine naturelle, le beryllium 10 et le plomb 210, et du coup, ils sont apportés de façon continue au sol, soit d'origine anthropique, le césium 137 des essais thermonucléaires, et le carbone 14 aussi des bombes, là je vous parle uniquement de celui des bombes, avec des apports complètement discontinus autour des années 60, et s'ajoute à ça des demi-vies assez différentes de ces isotopes, puisqu'on va de 22 ans au million d'années. Si on combine ces deux caractéristiques d'historique d'apport et de durée de demi-vie des isotopes, on peut avoir accès à toute une gamme de vitesses des processus. Si on revient à la séquence chère à Marcel Jamagne et qu'on prend, là, je vous ai mis en exergue les luvisols, nous avons mesuré tous ces éléments dans des luvisols et modélisé leur distribution en profondeur par une équation de convection-diffusion que je vous ai mise ici, je ne vais pas vous embêter en vous la décrivant plus. L'idée étant que le terme de diffusion pouvait
nous donnait accès à la vitesse de la bioturbation, alors que le terme de convection pouvait nous donner accès au terme de vitesse de lessivage. Ceci a été appliqué au luvisol sous prairie de l'ORE Mont-Saint-Chaussée. Vous voyez en vert les analyses faites dans les sols pour les différents éléments, et en noir le résultat de la modélisation prenant un même set de paramètres pour l'ensemble des éléments. De cette on a déterminé des coefficients de diffusion de convection à partir duquel on a pu déterminer des vitesses de bioturbation avec des vitesses de 400 à 700 tonnes par hectare et par an qui sont quand même supérieures à ce qu'on observe dans la littérature quand on mesure la bioturbation par les vers de terre, pour une raison notamment peut-être, c'est que nous on intègre plus que juste plus que la bioturbation par les vers de terre, mais l'ensemble de la bioturbation et peut-être même d'autres processus de pédoturbation. Il reste à essayer de confronter ces deux approches biologiques et isotopiques pour voir ce qu'elles nous disent et ce qu'elles nous apportent. D'un autre côté, on a pu déterminer la dynamique du lessivage. Alors ici, si vous voyez sur la gauche, le profil dans les luvisols de tout à l'heure de particules inférieures à 2 microns. On part d'une hypothèse d'une teneur constante en inférieur à 2 microns dans le LEUS, et on fait fonctionner notre modèle de diffusion-convection dont on a déterminé les paramètres avec les isotopes sur les 15 000 ans du développement du sol. Alors j'ai perdu la souris. Vous voyez, très vite, il y a un ventre qui s'est décalé vers le bas, qui là est stable et qui reste à la bonne profondeur par rapport au ventre d'argile. Attention, là vous avez vu très vite, il y avait l'effet de la mise en agriculture. On représente assez bien les concentrations de surface et de profondeur en inférieur à 2 microns. Par contre, on a un déficit au niveau du ventre d'argile. Probablement d'autres mécanismes que le lessivage sont à l'œuvre ici. Ainsi, on montre que la géochimie est un outil de datation absolue, mais aussi qui permet des premières reconstitutions des dynamiques du passé avec des vitesses instantanées. Néanmoins, il faut des développements encore pour pouvoir adapter ces méthodes aux minéraux des sols et traduire des âges, passer de l'âge aux vitesses dans beaucoup de cas. Enfin, prévoir le futur, c'est un objectif pour prévoir l'évolution des sols dans le futur et savoir comment on va les utiliser, ou du moins comment notre utilisation va les faire évoluer. Et pour ça, la modélisation quantitative est un outil de choix. Il existe deux grandes familles de modèles à l'heure actuelle, des modèles 2D, dont vous avez ici un exemple, où en fait, c'est des modèles d'équation, qui reposent sur une équation de conservation de masse, avec une équation de production de sol, ici en vert, qui en fait est une équation qui décroît avec la profondeur, et un terme de redistribution du sol lié à l'érosion. Ces modèles sont relativement empiriques, mais ils sont 2D, ils travaillent à l'échelle du paysage, et ils prennent en compte de façon explicite les transferts latéraux. Par contre, il n'y a aucun processus de différenciation du sol à l'intérieur. Une autre famille de modèles, peut-être plus récente, est une famille de modèles qui a comme cœur un module de transfert de l'eau qui est basé sur l'équation de Richards, de transfert de chimie. Ça a été associé à un module de dynamique de matière organique, ROTSE, et puis à des modules qui ont été écrits pour les besoins, donc un module plante, un module de bioturbation, un module de lessivage, et ces modèles sont discrétisés avec la profondeur, donc on a une description du sol 5 cm par 5 cm et de son évolution.
Qu'est-ce que ça donne quand on les fait tourner sur... Ils ont été particulièrement développés pour les premiers stades de l'évolution de la séquence des Luvisols. Qu'est-ce que ça donne quand on les fait tourner sur 15 000 ans en mettant une entrée de végétation qui évolue au cours du temps et une évolution du climat? On voit progressivement la disparition des carbonates là en jaune et la formation des horizons organiques en noir et du BT en marron. L'intérêt de ce type de modèle, c'est que c'est une modélisation mécaniste. Actuellement, Solgen, c'est celle qui présente la plus large gamme de processus. Elle peut prendre en compte les forçages climatiques et anthropiques et elle réconcilie des temps de fonctionnement qui vont de la seconde sur des temps de la pédogénèse, 15 000 ans. Néanmoins, c'est une modélisation 1D qui ne prend pas en compte de façon explicite les transferts latéraux. On peut faire de l'érosion et des apports, mais de façon un peu artificielle. Et puis, pour l'instant, il ne marche pas dans tous les cas pédogénétiques. Donc, la prochaine étape, c'est d'essayer de coupler ces modèles de pédogénèse et ces modèles de paysage pour avoir des formations des sols à l'échelle du paysage avec une bonne représentation mécaniste des processus. Alors, il y a une première tentative qui a été faite, et donc vous voyez les résultats ici, où on commence à voir une différenciation des sols à différentes positions du paysage. Mais le modèle pédogénétique reste encore très simplifié par rapport à ce que je vous ai présenté juste avant. En conclusion, suite aux travaux précurseurs de Marcel et en combinaison avec sa fameuse séquence des Luvisols avec des approches modernes, isotopie ou analyse d'images, il a été possible de quantifier des évolutions, de quantifier des vitesses moyennes des processus pédogénétiques, de reconstruire la dynamique passée de certains processus majeurs et ainsi d'acquérir des données indispensables à la paramétrisation ou à la validation des modèles mécanistes. Ces modèles mécanistes, quant à eux, permettent de réconcilier les différents temps du sol que je vous ai présentés en début d'exposé. Enfin, ces travaux montrent que les différenciations sont rapides sur quelques dizaines d'années suite à une évolution naturelle et ou anthropique, qu'elles sont souvent irréversibles et qu'il faut donc les prendre en compte dans les raisonnements d'agriculture durable, et qu'il sera bientôt possible de raisonner les modalités de gestion des sols dans un objectif d'atténuation de l'impact des changements climatiques. Je vous remercie de votre attention. Merci à Sophie Cornu et nous enchaînons maintenant avec Dominique Carouès, qui est chercheur à l'INRA à Orléans, et président de l'Association française pour l'étude du sol. Alors, où suis-je? Je ne lui sors pas. J'y suis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je ne suis plus président de l'Association française pour l'étude du sol. Maintenant, c'est Céline Collin-Bellier qui est présidente de l'Association française pour l'étude du sol. Mais je l'ai été pendant 3 ans. Et donc, c'est un exposé que je vais faire en tandem avec Christian Walter, qui est membre correspondant de l'Académie, section 7, je crois. Donc, je m'appelle Dominique Carouès. J'ai été pendant 12 ans le fondateur, puis le directeur de l'unité Infosol de l'INRA d'Orléans, qui est quelque part un peu l'héritière du service d'études des sols et de la carte pédologique de France, qui a été fondé par Marcel Jamagne en 1967. Alors, je vais essayer de vous retracer quelques évolutions thématiques et scientifiques majeures de la cartographie des sols en France et dans le monde. Mais avant tout, je voudrais vous montrer 2 images sur la pédologie. Celui qu'on considère comme le père de la pédologie dans le monde, Vassili Dokuchaev, en fait, à l'origine, c'était un géographe, c'était un cartographe. Et c'est en parcourant la Russie et en réalisant des milliers d'observations qu'il a démontré en fait, la zonalité climatique des sols de Russie. Donc ça, c'est un extrait de la carte des sols de Russie d'Europe.
qu'il a produit finalement les premières cartes des sols à des échelles continentales. Donc la naissance de la pédologie, quelque part, elle est spatiale. Et puis, cette figure, vous l'avez déjà vue beaucoup, mais bon, je la remets quand même. 73 ans plus tard, finalement, c'est en parcourant et en cartographiant les sols du nord de la France que Marcel Jamagne a mis en évidence une des plus fameuses chronoséquences d'évolution des sols limoneux en climat tempéré, qui vous a été présentée déjà plusieurs fois. Donc, incontestablement, l'étude de la distribution spatiale des sols, c'est un outil majeur de compréhension de leur pédogénèse. Pour autant, les évolutions récentes de l'analyse spatiale de la distribution des sols et de leurs propriétés, elles ont rarement été guidées par le souci de l'étude de la pédogénèse. Elles ont plutôt été guidées par des émergences parallèles de nouveaux enjeux ou bien de nouvelles techniques. Alors on va commencer par les enjeux et la politique. Donc, on va commencer au début des années 60. L'enjeu, c'est de nourrir, c'est de produire. C'est l'enfance de la politique agricole commune. L'objectif, il est résolument productiviste. Il s'agit de développer l'espace agricole, il s'agit de viser les rendements maximaux. C'est l'époque du développement des grandes compagnies d'aménagement, en particulier dans le sud de la France. Il y a de l'espace, en fait, il y a de l'espace à conquérir. Et puis, vers les années 80, l'espace commence à devenir un petit peu contraint, sous l'effet de l'urbanisation, sous l'effet du développement de certaines infrastructures. Il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent, et en fait, il s'agit de gérer cet espace et de préserver certains sols. C'est l'apparition du programme qui s'appelait Carte des terres agricoles, où on essayait de sauvegarder finalement les meilleurs sols agricoles par rapport à cette urbanisation. Et puis au milieu des années 80, on se retrouve face à une surproduction. Il faut garantir les prix. Donc ce sont les politiques des quotas, ce sont les politiques du gel des terres, faussement appelées jachères d'ailleurs, et qui pour certaines, comme pour les jachères nues, ont été des véritables aberrations environnementales. Et puis l'environnement reprend le dessus dans les années 90, avec tout d'abord le climat, le protocole de Kyoto, les conventions de Rio, qui commencent à donner un aspect global à la problématique des sols. Carbone, biodiversité, érosion, désertification. Et localement, en Europe et en France, ça va se traduire par des mesures agro-environnementales et puis par l'apparition de la notion d'éco-conditionnalité des aides de la politique agricole commune. Puis dans les années 2000, on a la notion de service écosystémique rendu par les sols qui émerge, en particulier avec le Millennium Ecosystem Assessment. Et puis, il y a les grandes crises, comme la crise économique et la crise alimentaire de 2008, où on se rend compte que, globalement, nourrir la planète, c'est une préoccupation majeure. Et alors, lentement, peut-être trop lentement, pour moi en tout cas, l'enjeu des sols, finalement, il est perçu maintenant comme un enjeu mondial, et il est porté maintenant à des niveaux qui sont ceux de la FAO ou des Nations Unies. Ça, c'était pour, je dirais, la politique. Maintenant, les programmes de cartographie, ils ont également évolué du fait de sauts, je dirais, technologiques ou conceptuels. Donc les années 60 sont caractérisées par des cartographies qu'on disait conventionnelles, souvent assez peu harmonisées en fait. Et puis vers la fin des années 60, je crois que Michel Claude en a parlé tout à l'heure, on voit apparaître les premiers manuels structurés, comme par exemple l'ouvrage « Base et techniques d'une cartographie des sols » de Marcel Jamagne. Et puis on va apparaître aussi le travail collectif de la commission de pédologie et de classification des sols, qu'on appelle dans notre jargon CPCS. Et tout ça commence à se structurer un petit peu. Et puis vient ensuite la naissance du programme Carte pédologique de France, où sous la direction de Marcel Jamagne, il y a enfin une véritable harmonisation nationale qui se met en place. Et puis les progrès technologiques s'accélèrent. En 72, il y a Landsat qui décolle, la télédétection décolle, et à la fin des années 70, l'informatisation et le traitement mathématique des données sont complètement opérationnels. Dans les années 80, c'est l'apparition assez tardive, finalement, de la géostatistique en sciences du sol. Il faut dire qu'en géologie, elle est apparue en 65. Elle n'est apparue que dans les années 80 en sciences du sol.
Puis ensuite, une véritable révolution qui est celle des systèmes d'information géographique. En fait, ça va révolutionner l'approche cartographique. On va passer des cartes aux bases de données. On va créer des modèles de bases de données relationnelles en France et en Europe. Et puis, les données numériques disponibles se multiplient, des modèles numériques de terrain, des données satellitales, des données de cartes numérisées, de végétation, de géologie, etc. La puissance de calcul de nos ordinateurs augmente d'une façon incroyable et on passe finalement progressivement d'un modèle de connaissance, je dirais, tacite, du PLOG de terrain, à des modèles plus formalisés, plus quantifiés. Et aujourd'hui, l'enjeu, maintenant, il est mondial. L'objectif, c'est de prédire au mieux les propriétés des sols, mais aussi leurs incertitudes. Les modèles sont partagés, les modèles sont regroupés, sont échangés dans le monde entier. Mais on va d'abord voir peut-être ce qui se passe en France. Alors, quel est l'héritage? Où en est l'héritage de Marcel Jamaï? L'héritage de Marcel Jamaï, c'est peut-être d'abord le programme Inventaire, Gestion et Conservation des sols. C'est un programme multi-échelle qui a été lancé dans les années 90, juste un peu avant les années 90, 89, 88, Michel Claude me corrigera si je me trompe, qui vise une couverture exhaustive de notre territoire, avec une priorité qui est l'échelle du 1/250 millième, mais qui vise aussi à maintenir des acquisitions à des échelles plus détaillées, et puis à sauvegarder notre connaissance des sols. Et donc ce programme prioritaire, c'est cet achèvement des référentiels pédologiques au 1/250 millième. Il s'est accéléré ces dernières années, c'est la courbe que vous voyez en bas, et on en voit presque le bout. C'est-à-dire que nous sommes à plus de 80% du territoire de couvert, et d'ici 2 à 3 ans, nous aurons achevé un programme qui aura pris presque 30 ans finalement. Alors, un enjeu énorme, c'est aussi de ne rien perdre, c'est de capitaliser toutes les données dont on dispose, que ce soit des données nouvelles ou des données anciennes. Ça coûte cher, hein, finalement, de faire un profil de sol. Et il y en a des milliers qui dorment dans des thèses, qui dorment dans des notices, qui dorment dans des cartons. Et c'est ce qu'on appelle du sauvetage de données. C'est un effort immense qu'on est en train de faire actuellement, mais ça coûte finalement très peu en regard du coût originel d'acquisition de la donnée. Et là, ce que je vous montre, c'est qu'en 6 ans, on a plus que doublé le nombre de données. Et nous avons surtout aussi beaucoup mieux réparti les données sur l'ensemble du territoire métropolitain. Il n'y a pas que nous qui faisons ça, c'est un effort mondial. Là, je vous montre ici quelques exemples, comment les bases de données ponctuelles, comment les bases de données locales sur les sols ont évolué ces dernières années, en Australie, aux États-Unis, en Afrique, comment aussi des cartes ont été scannées, numérisées, informatisées, avec en bas à gauche un petit exemple en France sur la Gironde, c'est un département qui m'est cher parce que j'en suis originel, et puis en bas à droite, un exemple, un petit clin d'œil à Marcel Jamaï, avec des cartes de l'ancien Congo belge. Et les cartes qui sont à l'est, là, c'est lui qui les a faites. Mais ça sert à quoi tout ça, vous allez me dire? Vers où va-t-on? Pourquoi est-on en train d'accumuler toutes ces données? En fait, on va vers un changement méthodologique. Je crois que cette équation a déjà été montrée également par Sophie, sous une autre forme. Le paradigme, en fait, il n'a pas changé. On pose que le sol dépend avant tout des grands facteurs de la pédogénèse, c'est-à-dire du climat, des êtres vivants, du relief, de la roche-mère et du temps. Et puis on y ajoute le N, un facteur de localisation, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que plus des sols sont proches dans l'espace, plus ils sont semblables. Et puis on ajoute aussi une erreur, parce qu'il n'y a pas de prédiction parfaite. En fait. Et on va utiliser toutes ces données d'observation, ces données ponctuelles, ou alors ces données cartographiques, pour apprendre. Et on va utiliser toutes les données spatialement exhaustives disponibles dans l'espace pour essayer de prédire la distribution des sols. Et c'est ça qu'on appelle la cartographie numérique des sols. Alors bien entendu, selon la quantité et la qualité des données dont on dispose, on ne va pas forcément suivre les mêmes chemins. Ici, je vous montre un schéma très global qui suggère en fait des voies à suivre selon la quantité et la qualité des données dont on dispose. Alors, je ne vais pas le détailler,
Disons que lorsque l'on va de la gauche vers la droite, on a de moins en moins d'informations de base disponibles, et donc on va proposer des techniques différentes pour traiter cette information selon la qualité et la quantité des données dont on dispose. Et puis on va devenir de plus en plus incertain quand on va sur la droite de ce graphique. Autrement dit, on a un jeu de techniques possibles qui sont plus ou moins utilisables, plus ou moins efficaces selon les données dont on dispose à la base. Alors on peut faire de la cartographie numérique des sols pour différents objectifs. On peut vouloir prédire des unités de sol ou des paysages pédologiques. Donc en haut, vous avez un exemple de carte des paysages pédologiques de Seine-Maritime. En fait, on a pris une ancienne carte, une esquisse qui avait été publiée en 1988, et puis on l'a numérisée et on s'en est servi comme un jeu d'apprentissage avec des données externes, et on l'a affiné. En fait, on a réussi à augmenter sa pureté d'à peu près 10% par rapport à ce qu'elle était au départ. On peut vouloir aussi, c'est l'exemple du bas, prédire des horizons ou bien des caractéristiques d'intérêt particulier. Donc en bas, ce que je vous montre, c'est la cartographie de la probabilité de l'occurrence d'un horizon qui s'appelle l'Alios, qui est présent principalement dans les Landes de Gascogne. Et à partir d'un grand nombre d'informations et à partir de données externes, on arrive à prédire sa probabilité d'occurrence. On peut vouloir aussi prédire des propriétés. Ici, vous avez l'exemple du stock de carbone organique dans les sols de France. Les gens sont très friands de ça, hein, surtout avec le changement climatique. Donc, on voit bien, en particulier, les effets climatiques, on voit les effets de l'altitude, on voit les effets des grands changements d'usage. Donc, une première estimation de ces stocks de carbone organique dans les sols de France. On peut aussi vouloir prédire des incertitudes qui sont parfois extrêmement importantes si l'on veut utiliser ces données pour des modélisations. Et on en est maintenant à vouloir prédire ce type de propriété à l'échelle mondiale. Alors, vers une base de données mondiale des propriétés des sols, est-ce que c'est un doux rêve? Qu'est-ce qu'on veut faire? On va le faire. Ce qu'on veut faire, c'est délivrer une base de données numérique des propriétés des sols du monde au pas de 90 mètres. Et ce, assorti de leurs incertitudes. Et tout ça gratuit et librement téléchargeable. Donc c'est un produit qui sera calé sur la grille à 90 mètres de la mission SRTM, Shuttle Radar Topographic Mission de la NASA, à 90 mètres. C'est le monde entier. C'est, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 18 milliards de points et de blocs qu'il faut prédire, environ 67 millions pour la France. Ce sont des propriétés quantifiées, des données évolutives, des cartes qu'on peut mettre à jour, des données faciles à harmoniser, faciles à croiser avec d'autres sources d'informations. Mais alors, face à l'ampleur d'un tel projet, il faut quand même se fixer des objectifs qui soient atteignables. Donc, on ne va pas vouloir tout prédire. On va définir une liste de variables, de propriétés, celles qui sont absolument nécessaires pour une modélisation à l'échelle mondiale. Donc c'est la granulométrie, c'est le carbone, c'est le pH, c'est la capacité d'échange des cations, c'est la profondeur, c'est la masse volumique, c'est le réservoir en eau. En fait, c'est des données dont aucun modèle finalement ne peut se passer. Et pour autant, on ne va pas se limiter, on ne va pas briller les gens, c'est-à-dire que la liste elle n'est pas exhaustive. Si on veut prédire quelque chose d'autre, bien entendu, on ne va pas l'interdire. Et surtout, on veut prédire des propriétés en termes de valeur moyenne, mais aussi estimer leurs incertitudes, parce que ça, c'est extrêmement important. Et puis, harmoniser tout ça, calibrer tout ça, ça va faire hurler un certain nombre de pédologues sur des profondeurs standards, et non pas sur des horizons pédogénétiques. Et puis, avoir également une parfaite traçabilité de ces prédictions. C'est-à-dire qu'on veut des méthodes qui soient parfaitement renseignées et parfaitement reproductibles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde, en France et dans le monde aujourd'hui à ce sujet? Voilà quelques exemples. Donc, avec les mêmes données, finalement, mais avec des modèles différents, on peut produire des estimations très, très différentes de la même propriété. Donc ici, vous avez des cartes d'estimation de la profondeur du sol en France. Les deux cartes sont globalement cohérentes, mais je préfère quand même celle de gauche. Elle est un peu plus détaillée, un peu plus précise.
Ici, un exemple donc, du pH de surface des sols de France, assorti à gauche et à droite des valeurs minimales ou maximales qu'on est susceptible de rencontrer. Ici, maintenant, le carbone organique des sols à différentes profondeurs. Donc, on a pu modéliser en fait la distribution spatiale du carbone organique des sols de France depuis les couches 0,5 cm jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'est un papier qui est sorti très récemment. Et puis ici, un produit que j'aime bien, c'est un produit composite qui vous montre la texture des horizons de surface des sols de France. Alors, quand on est dans les teintes bleues, on est dans des textures plutôt sableuses. Bon, si vous regardez la Sologne et les Landes de Gascogne, vous êtes rassuré sur la qualité de la prédiction. Dans le vert, on est plutôt limoneux. Et puis, dans les teintes plus chaudes, on est dans des textures plutôt argileuses. J'aime beaucoup cette carte-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ben, dans le monde, on a des produits qui se multiplient. En fait, le programme Global Soil Map, il est déjà effectif en Australie, il est déjà effectif aux États-Unis, il est déjà effectif au Canada, pour une grande partie de l'Afrique subsaharienne. On a des produits nationaux qui émergent en France, au Danemark, en Écosse. On a aussi des produits globaux européens qui sont en train d'émerger. Et en fait, la cartographie numérique des sols a atteint un stade qui est maintenant, je dirais, opérationnel et surtout une dimension globale. Alors, bon, tout ça, c'est des cartes, vous allez me dire, qui sont un peu figées dans l'espace et dans le temps. Mais en fait, les sols, ce n'est pas figé, ni dans l'espace, ni dans le temps. Et donc, je rejoins maintenant l'exposé précédent de Sophie. Il faut pouvoir comprendre et modéliser des évolutions. Il faut pouvoir le faire a posteriori. Et ça, c'est tout l'enjeu de la mise en place du Conservatoire des échantillons de sol de l'INRA d'Orléans, qui constitue en fait une véritable mémoire de nos sols. C'est-à-dire qu'on est capable de remonter le temps, de mesurer des choses a posteriori. C'est également tout l'enjeu des bases de données historiques, comme la base de données des analyses de terre, et qui nous permet de remonter le temps sur plus de 25 ans maintenant. Ça a été aussi le formidable défi de mettre en place un réseau de mesure pérenne de la qualité des sols, plus de 2200 sites, suivis tous les 10 à 15 ans sur le territoire français. Ce réseau, je suis venu le présenter devant votre académie, il y a maintenant presque 14 ans, c'était en 2012, je crois. Et je suis très fier et je suis très heureux de pouvoir vous dire qu'il a achevé sa première campagne et qu'il entame la deuxième cette année. Et puis le temps, c'est aussi, c'est ce qu'a dit Sophie également, c'est savoir prévoir, savoir prédire selon différents scénarios. Et donc on a les données, on a les modèles pour le faire, mais il ne faut surtout jamais perdre de vue la question de l'incertitude autour de nos prédictions. Alors s'il fallait faire un petit résumé, pour conclure, je dirais que les programmes historiques français lancés par Marcel, dont le programme Inventaire, Gestion et Conservation des sols, ben, ils se sont poursuivis et ils sont pour certains en voie d'achèvement maintenant. C'est un travail de très longue haleine, mais avec beaucoup de persévérance et puis beaucoup de persuasion, comme Marcel savait le faire, vis-à-vis de nos collaborateurs et vis-à-vis aussi de nos financeurs, ben, on finit par y arriver. Il y a un effort gigantesque qui est consacré à la sauvegarde des données anciennes. C'est un effort qui est justifié, parce qu'il ne faut pas perdre les investissements passés, et il faut conserver en fait la mémoire quelque part de ces données-là. La cartographie des sols, elle s'est enrichie d'un aspect temporel, celui de la surveillance de la qualité des sols, qui est maintenant opérationnelle. La cartographie numérique des sols, finalement, c'est qu'une façon de reproduire, en le quantifiant, en le formalisant, le paradigme des facteurs de la distribution des sols dans l'espace et de la pédogénèse. Mais elle a pris son essor, je dirais principalement grâce à l'explosion des données numériques, grâce à l'explosion des moyens de calcul et grâce à des efforts, je dirais, mondiaux de modélisation partagée. Aujourd'hui, les cartes, c'est plus des bouts de papier figés.
gravées. Ce sont des bases de données qui sont évolutives. Et la notion classique d'échelle, finalement, elle a disparu. Et maintenant, elle est progressivement remplacée par des notions qui sont celles de résolution ou celles d'incertitude. Et puis surtout, il y a des grands programmes mondiaux qui émergent, enfin, avec une communauté qui est structurée, avec l'appui de grands organismes internationaux. Je pense que c'est ce que Marcel Jamagne avait commencé d'entreprendre au niveau de l'Europe, ou bien au niveau également de l'Union internationale des sciences du sol. Et je suis certain qu'il aurait aimé continuer à suivre cette évolution. Merci de votre attention. Merci donc à Dominique Arouet de nous avoir présenté donc, toutes ces évolutions thématiques et scientifiques majeures de ces dernières décennies. Et merci à Christian Walter qui a participé à la rédaction de ce travail. Merci à vous deux. Et maintenant, j'ouvre la discussion générale. Oui, Jean-Claude Moulou. Ça marche mal en fait. C'est Bernard Sougier, oui. Je voulais d'abord dire combien moi j'avais beaucoup apprécié ces exposés. Quand j'étais jeune chercheur, je me rappelle que je m'étais posé la question de comment on pouvait modéliser la pédogénèse, et je m'aperçois que ça devient une réalité aujourd'hui. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que ces modèles de pédogénèse peuvent être utilisés concrètement en cartographie, par exemple, pour prédire l'évolution d'un sol, connaissant la roche-mère, connaissant la carte géologique, connaissant le climat, connaissant la couverture du sol, etc. Voilà la question. Dominique Arouet. Sophie vient à côté de moi. Voilà. Et Sophie. Je pense que la réponse est oui. C'est bien ce qu'essaye de faire Sophie et ce qu'on essaye de faire quand on essaye de prédire l'évolution des sols, en particulier sous l'effet des changements globaux ou du changement climatique. La question par rapport à la cartographie, c'est voilà, est-ce qu'on a la donnée qui nous permet de prédire ça? Et c'est pas forcément toujours évident, mais je suis sûr que Sophie a quelque chose d'intelligent à nous dire, certainement plus intelligent que ce que je viens de raconter. Donc si la question c'est est-ce que l'on peut, à partir d'un matériau parental connaissant le climat et la végétation, produire un sol, la réponse c'est oui dans certains cas. C'est-à-dire que c'est pas possible sur tous les types de sols à l'heure actuelle parce que le modèle pourra le faire, mais tous les mécanismes ne sont pas encore implémentés qui permettent de le faire. Du coup, à la question de est-ce qu'on peut le faire spatialement pour de la cartographie, la réponse c'est oui si on travaille sur des LEUS. Mais sans ça, non. Voilà, c'est oui, non, quoi. Ou non, oui, ça dépend. Monsieur. Finalement, c'est tellement important ce qui ne se voit pas. Je voudrais savoir un truc après. Oui, c'est tellement important. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Allô, il y a quelqu'un? Venez là. Venez là. Venez là, vous n'avez que 3 mètres à terre. Bonjour à tous. Non, c'est tellement important ce qui ne se voit pas. Si là, ça vous doit vous entendre. Je suis prêt. C'est tellement important ce qui ne se voit pas. C'est bon? Moi, je voudrais simplement savoir le stockage du carbone, mettons, dans le sol, par rapport au phytoplancton, il y a combien de mètres cubes?
Et la deuxième question, c'était savoir, concernant la cartographie des sols, où on en est concernant les bactéries. Oula. Oula. Alors, je ne sais pas vous chiffrer le carbone en mètres cubes. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'estimation actuelle, la plus courante du stockage de carbone organique dans les sols du monde, ça tourne autour de 2400 milliards de tonnes. Et si on prend la France métropolitaine, sur 30 cm, on est autour de 3,5 milliards de tonnes. Si on prend 2 mètres, on est autour du double, 6 à 7 milliards de tonnes. Voilà l'ordre de grandeur. C'est quand même important parce que si vous mettez la tonne de carbone à $50, ça représente un budget conséquent. La deuxième question, ça tournait autour des bactéries. Donc, dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols, on a fait de l'extraction de l'ADN microbien des sols. Donc, on a des premières cartes qui nous permettent de cartographier la quantité d'ADN microbien dans les sols. Et maintenant, on est sur des... Alors, je parle... je ne suis pas vraiment le spécialiste, hein, c'est les gens de l'INRA de Dijon qui font ça. On est sur des techniques de séquençage qui vont nous permettre de cartographier une biodiversité en fait, de ces bactéries du sol, ou en particulier de cartographier certains gènes d'intérêt particulier. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, sur l'ADN. Mais on n'est pas pratiquement, je dirais, les premiers dans le monde à avoir une carte de l'ADN microbien de nos sols. En réalité, finalement, le CO2, c'est une ressource. Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. Le CO2, ce n'est pas une ressource. Les écologistes nous disent que c'est une pollution. Et certains industriels nous disent que c'est une ressource. Donc, je voudrais savoir ce que c'est une ressource, le CO2. Je ne suis pas bien sûr de comprendre votre question. C'est un gros problème environnemental, en tout cas vis-à-vis du changement climatique, ça c'est sûr, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et il y a une grosse ressource qui est le stockage de carbone dans les sols. Et il y a un fort potentiel de stockage qui permettrait d'atténuer justement l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Je ne sais pas si je suis clair. Bien, merci. Malcolm Adley. Malcolm Adley, membre associé de section 2 de Forêt, mais je suis un biologiste. Et quand j'écoute toutes les présentations, je me dis, mais quel est le rôle des bêtes avec tout ça? Avec la qualité du sol et tout ça. J'ai l'impression que c'est toujours on voit le sol comme une boîte noire. Un système physique qu'on peut toucher ici et là. Et on ignore presque complètement les bêtes dans le système, l'importance de tous les animaux qui habitent dans le sol. Mon question est liée, quelle est la relation entre les pédologues, si je dis Dieu, et la communauté de chercheurs qui voient les choses vivantes dans le sol? Par exemple, la semaine dernière à Nairobi, on a lancé le Global Soil Biodiversity Atlas. Et la question est, est-ce qu'il y a le lien entre le pédologue qui voit le sol surtout comme un système physique et le biologiste qui voit le sol comme un système vivant? Oui, c'est une excellente question. Je pense que c'est un peu réducteur de dire que les pédologues sont des gens qui voient le sol comme un système essentiellement physique. Je pense que le pédologue sait
que le sol, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la biologie aussi. Et c'est tout ce mélange-là qui fait en fait le sol. Sans ça, il n'y en aurait pas. Donc, on est en relation avec des gens qui travaillent plus sur la biologie du sol. Il se trouve qu'ils ne sont pas très représentés ici aujourd'hui. Mais typiquement, je veux dire, le réseau de mesure de la qualité des sols dont je vous ai parlé tout à l'heure, on fait des quantités et des quantités de mesures sur des organismes vivants, sur des vers de terre, sur des bactéries, sur des champignons, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas être réducteur, il ne faut pas croire que le pédologue c'est un physicien du sol. Si vous dites ça, vous m'insultez. Je pense que Sophie veut dire quelque chose. Donc, non, on n'ignore pas la biologie. Donc, dans les modèles, il y a la pompe biologie de la végétation et il y a un module plante. Alors, ça ne fait pas les animaux, je suis d'accord, mais ça fait déjà du vivant. Par définition, le sol, c'est l'interaction entre la roche, l'atmosphère et les plantes. Et donc, du coup, c'est forcément quelque chose qu'on prend en compte. Pas forcément de façon directe, mais au moins de façon indirecte. Dans les modèles aussi, souvent, pour la partie géochimie, on prend de façon indirecte en compte l'activité microbienne qui fait que les systèmes ne sont pas en équilibre thermodynamique, mais effectivement avec des cinétiques beaucoup plus rapides que ce qu'on peut voir dans une bécher si on n'a pas de microbiologie. Et enfin, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est qu'on a essayé de quantifier la bioturbation. La bioturbation, qu'est-ce que c'est? C'est l'action justement de tous les animaux du sol sur les phases solides et leur mélange. Et donc là, où on en est, c'est essayer de confronter des approches de biologistes avec ces quantifications au travers de choses qui sont peut-être un peu plus chimiques, mais qui sont utilisées comme traceurs de la biologie. Merci. Jean-Claude Gerland. Oui, je voudrais ajouter un mot comme ce qui vient d'être dit. Bon, j'étais dans un laboratoire de microbiologie des sols à Dijon. Ce que je voudrais dire, c'est que, première chose, c'est que les cartes que nous a présentées, la fois que nous a présenté Dominique Carouez, sont d'abord un très bon support pour les gens qui s'intéressent à la biologie du sol. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit quand même que les microbes du sol, ils fonctionnent en fonction aussi de leur environnement, en fonction d'abord de la disponibilité météororganique. Et avoir une carte qui donne effectivement cet accès à la météororganique, c'est quand même un paramètre déterminant. Alors, il y a effectivement quand même des gens qui ont travaillé sur des activités biologiques en fonction des propriétés du sol. Bon, je prends un domaine que Dominique connaît bien aussi, c'est par exemple les problèmes d'émission de N2O dans lesquels je travaille aussi. Bon, on s'aperçoit qu'actuellement, on arrive à prévoir ces émissions de N2O avec une certaine certitude, avec même une assez bonne fiabilité dans la prévision de ces émissions, à partir de caractérisation des mesures biologiques au départ, en les pondérant par les facteurs physico-chimiques qui ont été présentés. Donc là, on a un bon support. Bon, alors, l'une des difficultés qui capte tout à l'heure en question de la microflore des bactéries, l'une des difficultés dans lesquelles on est confronté quand on fait la microbiologie du sol, c'est parfois des très fortes variations des populations microbiennes au cours d'un cycle cultural. Je prends par exemple les bactéries que certains, j'ai entendu parler, les rhizobiums qui fixent la sol. Et les rhizobiums, quand on en apporte dans le sol, ils suivent le cycle de développement de la plante. Et j'ai des collègues qui ont travaillé sur cette variation des populations microbiennes au cours de l'année. Bon, bien, quand la plante ne se développe pas, il y a très peu de microbes. Il y a des microbes qui sont présents potentiellement, mais qui vont s'amplifier sous la présence de la plante dans des facteurs qui vont varier de 1 à 100 au cours de l'année, et puis qui vont redisparaître après, lorsque la plante va mourir. Donc, on a cette très forte variation de population pour l'année. Donc, bon, c'est important à savoir, c'est important de connaître les populations, mais il faut savoir que ces populations microbiennes, c'est quelque chose qui varie fortement, et la présence de microbes dans le sol est quand même très dépendante des matières organiques qui seront disponibles, qui sont quand même l'un des facteurs déterminants. Et derrière la question sur le stockage du carbone, etc., il y a effectivement
la présence dans le sol de cette matière organique qui a un rôle tampon important et qui va conditionner le développement du microscope. Merci Jean-Claude Germont. Souhaite intervenir. Christian Valentin. Merci, oui. J'anime le groupe SOL à l'Académie et je voudrais réagir à une intervention de notre confrère biologiste pour dire que la vision que vous avez de la science du sol était certainement exacte il y a 20-30 ans et que depuis la plupart des recrutements qu'il y a eu dans les grands organismes de recherche notamment et l'université ont été essentiellement en biologie des sols et en écologie des sols. Et que le problème à l'heure actuelle est inverse. C'est qu'on a un déficit très fort justement de personnes qui s'intéressent à la pédogénèse, par exemple. Il faut recruter des pédologues. J'ai animé le groupe de réflexion CNRS sur les sols. On a publié l'année dernière un livre blanc que je vous invite à lire, où on ne parle que des interactions entre le monde biologique, écologique et le monde physique et minéral. Donc, vous avez certainement raison qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était des communautés qui avaient un peu de mal à communiquer. À l'heure actuelle, c'est plus le cas. Merci. Moi, je voudrais faire juste un témoignage. Je me souviens d'une discussion il y a une trentaine d'années avec Jacques Colli. C'était au sujet du laboratoire du service d'études des sols et de la carte pédologique de France, qui était dirigé par Marcel Jamal, justement. Et Jacques Colli s'interrogeait beaucoup sur le nombre, la surface qui était déjà couverte, assez faible, et celle restant à couvrir, très importante. Et il mettait bien sûr en face de ça le coût que ça allait, le montant auquel le montant qu'il allait falloir consacrer pour arriver à remplir ces terres réincognitées qui étaient toutes blanches sur la carte. Et j'ai été absolument frappé dans l'exposé de Dominique Arouès de voir que les cartographies avaient énormément progressé. On peut discuter de l'échelle, mais énormément progressé, que en France, en Europe et dans le monde, et que beaucoup de choses ont beaucoup avancé. Et pour la partie française et européenne, je pense que Marcel Jamal et ceux qui ont travaillé avec lui, ils sont énormément. Parce que j'ai jamais oublié cette interrogation sur mais comment va-t-on faire pour pouvoir avancer, conscient des difficultés. Eh bien, l'ingéniosité, la volonté, le courage, l'opiniâtreté des uns et des autres et la science ont fait, je trouve, que les progrès ont été absolument gigantesques par rapport à l'état qu'il y avait alors. Merci pour ce commentaire. Alors, il y a un tout petit bémol à mettre, c'est-à-dire qu'on a changé d'échelle finalement. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, on a fait un petit bilan et on s'est dit si on continue au rythme auquel on va pour produire des cartes à un 100 millième, il faudra un siècle et demi. Donc nos dirigeants n'ont pas été d'accord avec ça et donc on a changé d'échelle et on est parti sur le 250 millième qui est une échelle, je dirais, plus globale. Et maintenant on y arrive, oui. Mais on aura mis quand même pas loin de 30 ans pour couvrir le territoire. Mais on y sera arrivé grâce à des gens qui ont cette niaque-là. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Daniel Tessier. Oui, je me posais la question suivante. Il y a 30 ans de ça, 40 ans, on a drainé de nombreux sols en France. Aujourd'hui, les techniques culturelles évoluent rapidement. Par exemple, il y a beaucoup de sols qui sont cultivés sans labour. Est-ce que, pour vous, c'est une pédogénèse, c'est de la pédogénèse d'une part, et d'autre part, au fond, est-ce que c'est quelque chose qui
que vous essayez d'intégrer dans les changements qui se produisent avec le temps, par exemple? Alors, Sophie Cornu et David Montagne ont fait la démonstration que le drainage, c'était de la pédogénèse. Donc, je vais lui laisser la parole. Donc, le travail de thèse de David a consisté effectivement à regarder quel était l'impact de la pédogénèse sur l'évolution de sol d'albéluvisol. Et donc, effectivement, ce qui montre dans son travail, c'est que on a le fait de mettre en drainage réactive localement, en fait pas réactive, active localement des processus qui ne sont pas exactement ceux qui sont induits sous forêt et qui vont augmenter significativement sur des temps très courts le phénomène de dégradation morphologique. Et du coup, c'est un système assez complexe où en fait l'agriculture, d'un certain côté, ralentit ce phénomène de dégradation morphologique par le changement de pH lié au chaulage, puisqu'on est sur des sols acides. Et donc, on a un net ralentissement des pertes en fer, principalement parce que le manganèse reste labile. Et localement, lié au drainage, on a de nouveau des pertes de fer et de particules inférieures à 2 microns, liées plutôt à des phénomènes d'illuviation. Et donc oui, on a tout un jeu, et donc finalement on arrive sur des sols qui sont au sein d'une parcelle agricole, qui sont presque plus complexes spatialement que le sol forestier de départ. Modulo que, bon, il y a les chablis et tout ça qui aussi complexifie. Donc ça c'est pour la part drainage. Pour la part réduction du travail du sol, on a, dans un projet sur le lessivage, on a regardé ça récemment, et effectivement, il y a des changements, des concentrations en fine, en surface, mais c'est quand même assez léger. Alors les patents qu'on a regardés, c'était 40 ans, c'était l'essai de Boigneville. Donc on les voit, ils sont assez légers, et les modèles ne sont pas assez sensibles pour les reproduire. Merci. La dernière intervention. Oui, Alain Bref. Une question de Dominique concernant les cartes de pH. Elles sont obtenues comment? Est-ce que c'est le RMQS ou est-ce que c'est la carte de la BD Sol? Ou bien, parce qu'elles sont relativement différentes de celles obtenues par l'IFN sur la végétation forestière. Oui, alors les cartes de pH que je vous ai montrées sont issues en fait de toutes les données qui sont disponibles dans DonSol actuellement, c'est-à-dire environ 160 000 profils qui sont répartis principalement sur des zones agricoles, mais aussi sur des zones forestières. Là-dedans, il y a le RMQS aussi, hein, il y a Biosol, en fait, il y a toutes les données dont on dispose. Et ensuite, on modélise ça à partir de la connaissance ou des cartes qu'on a sur le matériau parental, sur l'occupation des sols, etc. Donc, il est probable que, bon, je ne vais peut-être pas les remontrer là, mais il est probable qu'on saisit peut-être moins bien la distribution du pH sous forêt qu'avec les indicateurs qu'utilise en particulier l'ONF, hein, où ce n'est pas des vraies mesures de pH, si j'ai bien compris, c'est des mesures d'indicatrices, hein, c'est des mesures de plantes. Mais je pense que globalement, sur la France, on est quand même plus fiable, parce que quand je regarde les cartes du pH produites par Nancy, je me pose quand même des questions à certains endroits. Donc c'est 160 000 données, tout ce qu'on a en fait. Merci, je crois qu'on va arrêter les questions, on va arrêter ici la discussion, qui est très riche. Et je vais demander à notre consoeur Suzanne Mériot de pouvoir conclure cette
séance en hommage à Marcel Jeannet. Suzanne, c'est à vous. Si nous sommes réunis ce soir, ça va? On entend? On entend? Non, on n'entend pas? C'est bon. Si nous sommes réunis ce soir pour rendre cet hommage à Marcel Jamagne, c'est grâce à l'intelligence des hommes. Pardon? C'est grâce à l'intelligence des hommes. Donc, si nous sommes réunis ce soir pour cet hommage, c'est grâce à l'intelligence des hommes qu'avec Gustave Bruno, qui était inspecteur général de l'INRA, qui, en 1968, lui a confié l'organisation de l'étude des sols en France avec la création du service dédié. Et c'est cette initiative qui a permis à Marcel d'arriver jusqu'à nous ce soir. Alors, cette séance, elle me suggère une synthèse en deux temps. D'abord, l'incroyable évolution intellectuelle de l'homme au cours de son aventure professionnelle, et d'autre part, la richesse de sa personnalité. D'abord, l'évolution intellectuelle au cours de son parcours. Voilà un jeune homme belge de 26 ans qui part cartographier les sols du Congo. Il en déduit avec d'autres une méthodologie cartographique qu'il publie et qu'il applique à son retour en Belgique, d'abord en Belgique, puis à la station agronomique de l'Aisne pour la couverture pédologique du département. Et c'est là qu'il prend conscience de l'importance des sols limoneux sur l'os et qu'il s'intéresse à leur formation et de façon plus générale à la pédogenèse, au-delà de l'approche cartographique. Il est alors passé d'une démarche technique à une démarche scientifique. À 37 ans, à la tête du service des sols à Versailles qu'il développe, comme on l'a dit, il poursuit ses recherches personnelles sur les sols limoneux sur l'os et il met en évidence ce que Dominique Carquez nous a dit, et je le cite, l'une des premières chronoséquences d'évolution des sols sur l'os, sur formation de cycles, en climat tempéré. Ce travail débouche sur une thèse primaire. Mais, comme l'a rappelé également Dominique, quand le service des sols s'installe à Orléans, le contexte général a changé. D'une part, les enjeux économiques rejoignent les enjeux agricoles et forestiers, et d'autre part, de nouvelles techniques et technologies apparaissent et se développent. Alors, avec son esprit d'ouverture, il perçoit l'importance de ces changements pour la connaissance des sols, leur formation, leur distribution et leur utilisation, et il met en œuvre ces techniques. Il a alors été précurseur du développement actuel et futur tel qu'il nous a été présenté. On a cité son dernier ouvrage, Le grand paysage pédologique de France, paru en 2011, qui est bien sûr sa synthèse, mais aussi en quelque sorte son testament. Alors sa compétence, son dynamisme et sa participation au grand programme lui ont conféré un statut international, attesté par sa vice-présidence de l'Association internationale de la science du sol, ainsi que par le congrès international qu'il a développé, qu'il a organisé à Montpellier en 1998. Alors parallèlement, il entre dans la vie de l'Académie en 1987 et il devient 10 ans plus tard secrétaire de la nouvelle section 7, ressources naturelles, aménagement du territoire et environnement. C'est tout un programme qui élargit son champ intellectuel. Il y développe le triptyque d'origine homme-nature technique durant 9 années
très fructueuse. J'ai en effet dénombré 6 colloques, 55 séances de communication libre. Et ceci avec sa compétence et son charisme. Et quand il n'a plus pu se déplacer, c'est la section qui l'a rejoint à Orléans, où il avait organisé une mémorable séance sur les sols. Alors maintenant, la richesse de sa personnalité. Ses qualités humaines ont été largement soulignées, mais je voudrais insister sur le statut d'homme complet. Il était discret, sans ego, il exerçait élégamment sa compétence, dans le respect des autres, sans distinction de grade, et son beau sourire lui valait bien des amis. Pour compléter sa personnalité, je dois évoquer ce qui a déjà été rappelé, ses qualités sportives. Avec Christiane, son épouse, il pratiquait presque tous les sports et des sports extrêmes. Et je rappelle aussi, ce qu'on a souligné, c'est qu'il était un bon vivant. J'ai eu le privilège de le côtoyer pendant de longues années. Depuis notre collaboration en 1968 pour la cartographie des sols de Bourgogne au 100 millième, à l'époque, jusqu'à cette dernière communication téléphonique peu avant sa mort qu'il sentait venir. Notre longue amitié, partagée avec son épouse, était sans doute basée sur l'importance que nous attachions aux valeurs humaines. Ce parcours a été jalonné de quelques moments plus forts que je me permets d'évoquer devant vous. J'ai pu, lorsque j'étais directeur scientifique du secteur milieu physique à l'INRA, attirer l'attention de la direction sur l'incohérence de son statut d'ingénieur, alors qu'il était évidemment chercheur. Il a passé Excusez-moi. J'ai des problèmes de vision. Alors, attends, il faut que je sorte. Donc j'ai pu, à l'époque, attirer l'attention sur ce statut d'ingénieur. Et il a passé le concours de directeur de recherche, ce qui était une reconnaissance bien tardive. Et puis, lorsque j'ai quitté le secrétariat de la section 7, je l'ai proposé pour me succéder, tant qu'il me semblait incarner l'esprit convivial de cette section. Enfin, délicatement, il m'a fait l'honneur de lui remettre les insignes de la Légion, de chevalier de la Légion d'honneur. Alors, pour conclure, je dirais que Marcel, cet homme complet, dans sa belle aventure de chercheur généreux, précurseur et serviteur du sol au cœur de la zone critique, nous laisse un héritage scientifique tourné vers le futur. Mais aussi, il nous montre que les qualités humaines enrichissent les équipes de chercheurs et participent indirectement au progrès des connaissances. De tout cela, nous lui sommes redevables et très reconnaissants. Merci Marcel.